Madame, Messieurs, bonjour. Le Cameroun est à la croisée des chemins. D'un côté, un pouvoir vieux de 2 décennies qui s'accroche. De l'autre, une société civile vibrante et une jeunesse impatiente de changement. Dans ce tumulte électoral qui s'annonce, une voix veut s'imposer, celle d'Akere Mouna, avocat engagé, figure morale respectée, héritier d'un combat pour la justice et la bonne gouvernance. Il revient sur le devant de la scène avec des mots forts et des actes tranchants. Contestation devant le Conseil constitutionnel, appel à l'union de l'opposition, plaidoyer international, mise en lumière des scandales financiers comme l'a fait Glencore. Sa trajectoire intrigue, ses choix divisent, ses ambitions questionnent, mais une certitude demeure. À l'heure où le pays cherche une respiration nouvelle, il est l'un des visages de l'alternative. Cette semaine, dans la rétro, nous allons décortiquer son projet, ses batailles et sa vision pour le Cameroun. Akere Mouna, bonjour et bienvenue dans la rétro. Bonjour et merci de m'avoir. Alors, on revient à vous dans quelques minutes. Le temps pour nous de revisiter l'actualité de la semaine en plus bref, c'est le round-up. Des larmes sans répit sur le visage d'une parente inconsolable. Elle pleure sa petite fille, Elodie Ekoto, arrachée à la vie dans l'innocence de ses 16 ans. Son corps sans vie, découvert le 19 juillet dernier, au fond de cette allée lugubre du quartier Manguier, à Yaoundé. Son géniteur reçoit la nouvelle de loin. J'ai reçu la nouvelle froidement. Déjà à la maison, on m'a fait comprendre que ma fille, elle avait fugué de la maison. Elodie avait trouvé refuge chez un voisin Hassan, facilitant le contact avec son petit ami, un certain Akono. Mais un autre jeune voisin, Ramadan, rongé par la jalousie, n'a pas supporté de la voir avec un rival, lui aussi convoitant la jeune adolescente. Il dit pourquoi pas moi? Alors me voici, je suis plus beau que le premier, il n'a rien et tout et tout. La fille refusait cette relation. À la fin, elle pose des conditions. On regarde sa situation précaire, elle dit que moi, si tu veux aller vers moi, j'ai un problème d'alimentation, j'ai faim. La requête de la petite va devenir un piège mortel. J'ai sorti l'argent, parti payer les pinces là. Je croyais qu'il va dormir. Et donc je couche avec lui. Un pain garni de chocolat, imbibé d'arata chopdai, un poison destiné à éliminer les rongeurs. Pour parfaire son plan, Ramadan y a ajouté des boissons énergisantes pour prendre des forces avant son match imaginaire. Mais à peine le pain consommé, le corps fragile d'Elodie s'effondre, emporté par la mort. Son bourreau, pris de panique, soulève le corps et le jette derrière une maison non loin, croyant effacer la trace de l'horreur. Aidé par son oncle et son frère, Ramadan organise sa fuite. Première étape, son village natal, où il se cache quelque temps. Puis direction Douala, chez sa tante, que voici. Mais la cavale n'aura été que de courte durée. Le numéro 113 nous a appelés pour dénoncer certaines choses qui se passeraient à Yaoundé et Douala. Et nous avons ouvert nos vannes, remis les batteries en marche. Nous avons pu poser des actes à effet d'interpeller tous ceux-ci. Présentés à la presse, ici, à la première région de gendarmerie, les suspects ont désormais leur ticket pour un autre périple, celui qui mène vers les tribunaux. C'est la justice qui écrira le dernier chapitre de ce drame. Ces pleurs de désarroi, ceux d'une mère déchirée par la douleur, depuis la confirmation du décès tragique de son fils aîné, le nommé Eddie Brian Jean Bessala, élève en classe de l'OA6 au lycée bilingue de Kousseri, kidnappé le 13 août dernier à Zigagui, dans l'extrême nord. Dans un de ses rares moments de répit, Annie Florentinga dit avoir appris la triste nouvelle devant son écran de télévision. À travers la télé que j'ai appris que les enfants ont été libérés. Personne jusqu'à présent ne m'a contacté concernant ce problème pour me donner des informations sur mes enfants. Sur les visages des proches venus se recueillir au domicile familial ce 22 août à Yaoundé, des larmes accompagnées
d'un voile des jours sombres entre le deuil d'un enfant mort et le soulagement de la libération des 4 autres. Cette mère célibataire est sous l'étreinte d'un profond dilemme. J'étais partagée. Mais c'est la perte plus de mon enfant. Vous savez, quand on accouche un enfant, aucun enfant ne peut remplacer l'autre. Aucun ne peut remplacer. Aucun. Son souvenir dédié, celui d'un enfant serviable. Un enfant très obéissant, très soumis de tous mes enfants. Même si c'est 100 000 fois que je vais envoyer cet enfant, il est présent. Même si c'est son petit frère qui envoie. En attendant de retrouver ses 4 enfants libérés après 8 jours de captivité, elle formule dans un flot de sanglots une demande ultime. Et que justice soit faite, j'implore au gouvernement de me donner le corps de mon enfant, afin que je passe le deuil. Faire son deuil en offrant une sépulture digne à son fils tombé sous les coups de la barbarie humaine, après seulement 19 petites années de vie sur terre. J'avale le corps et que justice soit faite. Posture main droite levée, la couleur et l'emblème. Autant de détails qui divisent Joshua aussi et Serge Espoir Matomba, tous 2 candidats à la présidentielle de 2025. Le candidat est en blanc, l'autre est en blanc. Le fond va être sur offset, va être plus ou moins le même parce que ce PECAM va imprimer sur offset et non sur une imprimante numérique. Ça va se ressembler. Voilà l'emblème du PUR. Nous avons le soleil qui se lève, qui éclaire une main qui dessine le Cameroun, pendant que l'emblème du SDF, c'est bien une balance, comme vous pouvez voir. Le recours introduit par le candidat du SDF contre le MINAT et les CAM et le PURS n'a pas prospéré devant le Conseil constitutionnel. La Cour a estimé que ce recours, non seulement il est forclos parce que les dispositions de la loi électorale n'ont pas été respectées, il disposait de 2 jours maxi après la publication des listes pour un tel recours, ils l'ont malheureusement pas respecté. Ce problème est arrivé après dans les 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le Conseil déclare la requête du candidat aussi irrecevable. Même sort pour Issa Chiro Mabakari. Le candidat du FSNC à la présidentielle de 2025 contestait l'UDC de Patricia Tomaino Ndamjoya au sujet de l'usage des couleurs, sigles et symboles adoptés par son parti pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le Conseil déclare sa requête irrecevable pour cause de forclusion. La forclusion venant du fait que, selon l'article 129 du Code électoral, les contestations relatives à l'acceptation ou au rejet des candidatures, ainsi que celles liées aux couleurs, aux sigles ou au logo, doivent être portées au Conseil constitutionnel dans les 2 jours qui suivent la publication par Elections Cameroun des listes de candidats. Aujourd'hui, lorsqu'il vient saisir le Conseil le 14 août, c'est-à-dire près d'1 mois après, vous convenez avec nous que ce recours-là ne peut pas être examiné. Le candidat, le recourant est forclos. Après ces 2 dossiers, le Conseil constitutionnel donnera suite ce vendredi au recours introduit par Akere Mouna, le candidat du parti Univers au scrutin du 12 octobre. Contexte, l'éligibilité de Paul Biya à la même élection. Population de Ngoumou, voici votre sous-préfet. En avant, un bon commandant d'honneur, visiblement soulagé. Roland Ewane savoure une nouvelle page de sa carrière. Il y a bientôt 1 an, souvenez-vous, alors qu'il dirigeait l'arrondissement d'Idabato, il avait été enlevé par des pirates et retenu pendant 5 mois et 17 jours. Ce 21 août en Ngoumou, c'est un homme debout au service de la nation que la population accueille avec faste. Originaire de la région du sud-ouest, le nouveau sous-préfet de Ngoumou est né le 1er juin 1975. Diplômé de l'université de Boya et de l'école nationale d'administration et de la magistrature, c'est un secrétaire d'administration principal, expérimenté, qui arrive avec des recommandations précises. De veiller au maintien de l'ordre dans cet arrondissement, de veiller au vivre ensemble, de sorte que les échéances électorales qui frappent à nos portes se déroulent dans les meilleures conditions. Roland Ewane part d'Idabato, où il a servi pendant un peu plus de 7 ans, même dans les conditions les plus difficiles. Il est vrai que
tous les arrangements ne sont pas idem. Mais par la grâce de Dieu, on va faire le travail. Le maire d'Ongoumo salue au nom des populations les services rendus par le sous-préfet sortant, Albert Tabga. Il exprime les attentes des habitants vis-à-vis du nouveau patron de l'arrondissement. Avec le concours des populations, des comités de vigilance, le problème sécuritaire est important. Qui a retrouvé sur sa table un important projet justement de création d'un poste de gendarmerie à Otelé pour gérer ces situations difficiles. Un bouquet de fleurs de l'épouse et un baiser en bonus, geste intime, comme le plus beau serment d'un nouveau départ. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Vous regardez la rétro sur les antennes de Canal 2. À Keremouna, je vous reçois à nouveau. Ce qui motive votre présence sur ce plateau, c'est votre candidature à l'élection présidentielle de 2025, du 12 octobre prochain. Pourquoi estimez-vous que l'élection de 2025 est une opportunité historique pour le Cameroun? Mais écoutez, c'est une opportunité pas historique, mais on est un carrefour extraordinaire. Nous avons un président qui a été là pendant 42 ans. J'ai l'habitude de rappeler aux uns et aux autres, si vous aviez 8 ans, quand le président Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Ça, c'est toute une vie. Et notre pays ne cesse de plonger dans la misère. La jeunesse fuit le pays. Les infrastructures sont complètement mauvaises. Et surtout, ce qui a été mon combat de 30 ans, c'est la corruption. Quand j'ai commencé il y a 30 ans à parler de la corruption, je disais que ça va nous finir. Et nous y sommes. Alors disons quand même que vous avez en face un président qui est en poste depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce qui, pour vous, fonde la conviction qu'une alternance est possible? Écoute, il a rendu l'alternance impossible en 2008. On pourrait conclure qu'il avait donc décidé en 2008 d'être président à vie. Mais l'alternance est possible parce que ça dépend des Camerounais en fin de compte. C'est les Camerounais qui vont prendre cette décision. Et ils vont se demander comment nous vivons. Qu'avons-nous gagné? J'étais surpris de voir ce décret qui autorisait le ministre des Finances à emprunter 900 millions. Dans la seule affaire Glencore... 900 milliards, excusez-moi, merci. Autant pour moi. Dans la seule affaire Glencore, moi, en une semaine, je vais rentrer dans les caisses de l'État 800 milliards. Donc, il y a autant de choses qui me font croire que le Camerounais souffre dans sa chair. Et il prendra la bonne décision. Alors vous avez parlé de corruption et justement, y compris dans les élections, on a souvent décrié les tripatouillages, la fraude autour des élections. Qu'est-ce qui, cette année, vous dit que ce ne sera pas la clé qui vous éliminera? Bon, écoutez, j'ai commencé par vous dire que je mets ma confiance, n'est-ce pas? Je mets le sort de notre pays entre les mains des Camerounais. Et vote massif, surveillance des urnes, des fois même l'opposition n'est présente que dans 30% des bureaux de vote. Cette fois-ci, même sans un candidat consensuel sur lequel j'espère toujours, mais je pense que même en mutualisant nos forces, nous serons à même de couvrir tous les bureaux de vote. Et c'est là la clé de l'histoire. Il faut être présent. Et c'est ce qu'on va faire. S'il fallait extirper de votre projet de société 3 piliers essentiels qui pourraient être capables de convaincre l'électeur pour une alternance démocratique, ce serait quoi? Ben écoutez, je ne vais pas aller jusqu'à 3. Hein. Moi, je pense que nous avons deux problèmes de taille. La corruption et cette crise qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest, qui draine presque 30 à 40% de nos ressources financières. Ces deux choses-là, sur la corruption qui est cross-cutting, qui est transversale. Les routes, pourquoi? Les hôpitaux, pourquoi? Citez tout. Hein.
c'est la corruption. Douala Yaoundé, l'autoroute, corruption. Covid, corruption. Kangate, corruption. Tout ce que nous avons dans ce pays est complètement détruit par ce fléau. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et c'est ça qui est grave. Est-ce que vous, avocat, vous qui flirtez à l'international, avez compris le sens de ce silence-là face à tout ce que vous venez d'énumérer? Écoutez, c'est très facile. Vous pouvez demander, n'est-ce pas, aux poissons d'acheter la maison. Ceux qui sont à l'origine de la corruption, c'est les mêmes à qui on demande, n'est-ce pas, de poursuivre. Je vais prendre un exemple facile. Quand j'avais commencé dans l'enquête, j'ai fait ça pendant 5 ans, là, dans l'affaire Glencore, a fait des enquêtes. La SNH a dit que ça ne nous concerne pas, nos règlements, donc c'est pas possible. Pour finir par déposer plainte contre X. Alors, 3 ou 4, je pense, tribunaux étrangers condamnent sur les aveux de Glencore qu'ils ont corrompu. États-Unis et l'Angleterre disent la même chose. Les États-Unis se fait payer 1000 milliards sans perdre une goutte de pétrole. Le Cameroun, jusqu'à là, 0. Je peux vous rassurer qu'on a tout un accès d'échange réservé à l'affaire Glencore, dont on en parlera. Je voudrais quand même qu'on parle de ce rapport de Afrobarométa de 2023 qui révèle justement que plus de 70% de Camerounais soient d'une alternance démocratique. Et vous, candidat, comment vous comptez traduire cette attente des Camerounais dans votre campagne? Écoute, pour la première chose, peut-être il faudrait que je reparte ce que vous avez dit. J'ai un programme qui est basé sur 8 piliers. Mais dans les 100 jours, il y a des choses que je trouve urgentes. Comme nous allons immédiatement mettre sur pied un comité par commune. Il y en a 360, je pense. Pour voir ce qu'il y a à faire urgemment. Mais tiens, président de 800 milliards, je mettrai 1 milliard par arrondissement pour des projets d'urgence. C'est déjà ça. Seconde chose, je pense que vu la richesse intellectuelle du diaspora, il faut absolument les intégrer dans notre processus de développement. Donc en réglant ce problème une fois pour toutes en ce qui concerne la multinationalité. Là-dessus, on est clair. N'est-ce pas, président, à midi, 13h, les Camerounais, quoi qu'ils soient, s'ils prouvent qui ils sont, ben, ils sont le bienvenu au pays. Ça, c'est en ce qui concerne la diaspora. Il y a un autre pan, je pense que les Camerounais se demandent toujours, le tout premier président de la République, pourquoi n'est-il pas revenu? Pourquoi on ne ramène pas son corps? J'étais à Dakar, c'est quelque chose à voir. Premier président, première dame et leur première fille. Enterré au même endroit, en terre étrangère. Je me rappelle, ça remonte à quelques années, je connais très bien Madame Germaine Aïdjo, qui était en fait pour moi comme une mère. Ma mère est décédée en 83. Lors d'une visite, elle ouvre son sac, elle sort son passeport et dit: acquérez mon fils, me voici, épouse du premier président de la République. Je me promène avec un passeport sénégalais. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Est-ce que dans cette quête de pouvoir-là, vous ne craignez pas que la résignation et la peur du changement ne jouent encore une fois en faveur du statu quo? La résignation et la peur, c'est pas la peur. Quand j'étais à TI, vice-président, on a fait une étude. On a fait une étude et on a découvert que plus un pays est corrompu, plus c'est difficile de changer le gouvernement. Évidemment, c'est simple. Il y en a dans ce régime qui sont des voleurs patentés. Et vous imaginez qu'ils sont prêts à partir? Bien sûr que non. Ils feront tout. Mais cette fois-ci, ils trouveront le peuple devant. Donc je pense que ça va être difficile, mais nous devons vaincre la peur. Oui, nous devons vaincre la peur. J'avais le procès, n'est-ce pas, vendredi dernier, et j'étais surpris que chaque personne qui vous voit dit: ah, monsieur le bâtonnier, vraiment c'est très courageux. Je dis: c'est pas vrai. Seulement demander qu'on applique la loi.
les gens vous trouvent courageux. Je pense que les Camerounais sont en train de... C'est parce qu'on dit traverser le Rubicon en français. Parlons justement de cette requête-là que vous avez déposée à Kérémouna le 19 août dernier auprès du Conseil constitutionnel, requête considérée comme irrecevable. Vous demandiez à l'instance compétente de constater l'inéligibilité de Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans et candidat pour la 8e mandature à 92 ans pour le compte du RDPC. Au sortir de l'audience, nous avons capté quelques attitudes que nous vous proposons de regarder. Comme citoyen, je sais l'acte que j'ai posé. Et tout le monde sait ce qui se passe. Si on me parlait en termes de gain ou de perte, pour eux, ça serait une victoire sans honneur. Le problème, j'ai parlé de mischief rule, c'est de pas savoir si c'était d'étranger ou pas. C'est de savoir, est-ce que nous avons un président dépendant? Le président Biya n'est pas là. Il ne nous gouverne pas. Et ça, c'est une chose grave. On peut dire tout ce qu'on veut. Hein? On peut parler des affaires pendantes, il y a même qui m'ont appelé repris de justice. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de la Kérémouna. C'est le problème de notre pays. Qu'il y a quelqu'un demain le 12 qui ira à l'urne avec le bulletin dans la main. Et il va le mettre là, dans l'urne. Il ne sait pas si la personne pour qui il vote est la personne qui va gérer le pays. Nous pensons que c'est un peu décevant parce que un grand avocat comme Maître Mouna ne devrait pas ignorer ce que c'est qu'une délégation de signature. Le chef de l'État s'est entouré d'un brillant secrétaire général qui a délégation de signature, ce qui est légal. Il a sa signature, mais il rend compte. Ça, c'est aussi une obligation prévue par la loi. De la même façon, la première dame est tout à fait camerounaise, même si elle est d'origine française par son père. La loi est claire là-dessus. Les épouses acquièrent leur nationalité automatiquement par le mari. Donc je crois que nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Ça nous a peut-être pris beaucoup de temps, mais maintenant j'espère qu'on va nous laisser travailler. Alors, à Kérémouna, j'ai envie de demander pourquoi avoir choisi d'attaquer frontalement la candidature de Paul Biya devant le Conseil constitutionnel, alors que tout ce que vous avez évoqué est su par tous les candidats, par tout le monde, y compris les électeurs. Est-ce que invoquer la loi et être frontal? C'est ça la question. Ah, c'est un face-à-face, c'est-à-dire c'était acquérir candidat contre Paul Biya, candidat. Je suis allé devant une instance de notre pays à base des textes de notre pays. C'est pour ça que l'instance a dit que ma requête était recevable. C'est la loi qui le permet. Alors, contrairement, c'est la loi qui le permet. J'ai entendu le ministre où on a dit que je suis un grand avocat. Je lui remercie. Je reconnais aussi le titre de grand ministre. Mais pour lui, il dit qu'on acquiert la nationalité en se mariant, il faut qu'il aille regarder les textes. Ce n'est pas ça. C'est un choix à faire. Et dans Wikipédia, qui est surveillé par eux-mêmes, c'est marqué nationalité camerounaise et française. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on retourne les choses... qu'on dit les contre-vérités. Et dites-vous bien, on n'a eu aucun débat sur le fait que nous avons un président dépendant. Assis à l'audience, c'était un des mandataires du président de la République, en la personne directeur du cabinet civil. On lui a demandé par 3 fois, avez-vous quelque chose à dire? Il a dit non. Ça m'a réjoui et ça m'a surpris. Il devait seulement se lever et il dit, oh, ce matin, j'étais avec le président de 8h à telle heure. Hier, j'étais avec lui. Je ne sais pas de quoi parle Maître Mouna. Il n'est pas là. Moi, je suis avec lui tous les jours. Ce qu'il dit là, je ne le reconnais pas. Il n'a rien dit. Peut-être parce que c'est un bon chrétien qui ne voulait pas mentir. Mais toujours est-il que, pendant toute l'audience, on n'a rien entendu. Et leur défense reposait sur une phrase, sur une interprétation. Il y en a 2, hein, en anglais et en français, qui disent des choses différentes. Mais je me suis réjoui que pour la première fois, on a eu recours au texte en anglais pour expliquer ce que disait le texte. Je crois que beaucoup d'anglophones seront surpris de cela.
bien que les textes soient rédigés d'abord en français. C'était pour expliquer quoi concrètement? Pour expliquer le fait que l'article dont il s'agit concerne seulement l'étranger, les étrangers. Donc si vous êtes dépendant des étrangers, je suppose que c'est bon. Donc puisque il est dépendant pas des étrangers, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que vous allez entendre le ministre parler de délégation de pouvoir. On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. C'est Maître Ndoki, qui était mon avocat, qui a dit, écoutez, le secrétaire général, le président convoque une réunion de CEMAC et je pense que de l'autre organisation, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. La CEAC. Voilà, justement. Il convoque ça et c'est le secrétaire général qui sort un courrier pour envoyer ça s'il est dit. On l'avait évoqué. Lui parle de délégation de pouvoir. On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Encore que c'est pas ce qu'il s'agit. C'est une délégation de signature. On n'a jamais parlé de délégation de pouvoir. Je comprends leur peine à débattre dans ce dossier. Ils venaient dans une affaire pour dire que c'est l'étranger. Et nous avons prouvé, n'est-ce pas, à l'audience, que Madame Chantal Biya est française. Et le ministre, lui, vient plaider ça dehors. Ça, c'est son problème. Alors, certains estiment que cette démarche que vous avez entreprise justement au Conseil constitutionnel est purement symbolique, car l'institution est jugée un peu inféodée par le régime. Que répondez-vous à cela? Est-ce que c'était un simple symbolisme? Mais vous savez, pendant cette audience, j'ai essayé de paraphraser quelque chose que mon feu père disait souvent. Il paraphrasait lui, mon père, en fait, le Saint François d'Assise, c'est ça? En anglais, on dit Francis of Assisi. Bon. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, en partant de ce monde, on ne laisse que ce qu'on a amené à... On part de ce monde en laissant seulement... On apporte de ce monde en laissant seulement ce qu'on a laissé. Donc la postérité va nous juger tous. Est-ce qu'il fallait faire cette démarche-là? Maintenant, on sait exactement qu'on peut le faire à tout moment, mais surtout et surtout, on sait que selon ce conseil-là, tout le monde voit, tout le monde sent, ben, le président Biya serait non pas du tout dépendant. Alors, dans ce sens-là, vous considériez votre requête comme juridique, politique ou tout simplement historique? Patriotique. Alors, parlons dans cette partie de la coalition de l'opposition. Vous êtes de l'opposition et vous êtes depuis belle durée dans des tractations qui, apprend-on, devraient aboutir au choix d'un candidat consensuel de l'opposition. Pourquoi c'est si difficile pour l'opposition de parler d'une même voix? Je poserai aussi la même question. Mais on y travaille. On y travaille. On est dans des commissions qui ont maintenant qui font des travail sur les programmes communs. On y travaille. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent leur compte, je ne veux accuser personne, dans ce système d'aller en rang dispersé. Mais je pense que les Camerounais vont nous amener à y aller. J'ai confiance parce que le défi est quand même de taille. Les enjeux sont de taille. Qu'on pense qu'on est 12, 11, si on considère le président Biya, on est 11. Et on n'est pas, qu'on ne soit pas à mesure de voir ce qu'il y a lieu de faire pour notre pays, c'est quand même désolant. Mais je crois qu'on va y arriver. Vous avez dit que vous êtes 11 de l'opposition, avoir passé le dernier tamis après un contentieux post-électoral, je vais dire préélectoral, qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a des candidats écartés qui auraient pesé dans ces voies de l'opposition-là? Oui, écoutez, moi je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas une cour constitutionnelle. Il siège dans cette instance des personnes qui ne sont pas des juristes. Et c'est pas par hasard. Ce qu'on doit avoir au centre des considérations, c'est, n'est-ce pas, les Camerounais et ce qu'ils désirent. Et dans cela,
je me demande si cette bêtise de deux partis, de deux leaders, devrait, n'est-ce pas, être utilisée pour bloquer le professeur Kamto. Et qu'est-ce qu'il y a, surtout dans un climat où on pense que c'était programmé depuis. Donc je pense que, ne serait-ce que dans l'intérêt de la justice, en fin de compte. J'avais fait un tweet où je dis que la justice ne doit pas seulement être faite, mais être vue comme telle. Et tout le monde se dit, mais il y a une injustice qui ne va pas. Il n'y a pas seulement le cas du professeur, il y a le cas de M. Gouette, qui n'a pas été reçu parce qu'il n'aurait pas produit l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Dites-moi que c'est ridicule. Qui garde les listes électorales? Il est calme. Vous avez son dossier, il n'y a pas d'attestation, vous regardez votre dossier, ah ben il est inscrit et vous passez sur ça. Et c'est pour ça qu'on va le disqualifier quand même. Est-ce que ce n'est pas une pièce qui est requise dans le dossier de candidature? Même si elle est requise, ce n'est pas parmi les pièces. Hein. C'est dans un autre article qui dit qu'il faut être inscrit sur le registre. Donc quand on dit qu'il faut produire telle pièce, vous ne verrez pas cette pièce dedans. Même s'il ne l'avait pas. Même s'il ne l'avait pas. Alors, j'en viens de 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Mais même s'il n'avait pas, est-ce que les camps qu'il y a dans ces registres ne vont pas seulement vérifier? La loi n'est pas pour piéger, ce n'est pas l'embuscade. Je vous regardez l'article 122 du code électoral. Dans la version anglaise, nous y voilà encore, ça dit, ça nous demande de produire a certified true copy of the birth certificate. Quoi. Copie certifiée de l'acte de naissance. Dans la version française, ça dit produire un extrait de l'acte de naissance. Alors, moi, j'ai produit les deux. On se demande si, n'est-ce pas, les textes sont faits pour créer une espèce d'embuscade pour les citoyens. Ce n'est pas ça l'esprit de la loi. Alors, dans ce vœu que vous avez émis tous, je vais dire tous les candidats de l'opposition, de vous unir pour parler d'une même voix, où en êtes-vous et quelle est votre méthodologie? Mais écoute, il y en a qui ont estimé qu'il fallait d'abord essayer d'harmoniser les programmes. C'est là-dessus que nous sommes. Ouais. C'est-à-dire vous êtes en train d'harmoniser les programmes. Regardez ce qu'il y a à faire. Donc, et nous en sommes encore là. Il y a beaucoup de candidats, certains candidats qui ont estimé que d'abord regardons nos programmes, puis après on va regarder un candidat consensuel. Alors, est-ce que les 11 ont réussi à s'asseoir sur la même table depuis? Non, pas tout le monde, parce qu'il y a des candidats que vous connaissez très bien qui ont déclaré qu'ils ne sont pas intéressés par une coalition. Oui, Joshua aussi, par exemple. Oui, donc ça, ils ont leurs propres raisons et ils connaissent peut-être leurs propres forces. Donc, je n'en suis pas là. Le problème est qu'il faudrait que nous ayons une réponse au peuple qui réclame cela. C'est déjà psychologiquement... il est vrai que vous regardez le Sénégal, il y avait quoi, 18 ou plus de candidats, mais il y a un qui a gagné mais au premier tour avec plus de 60%. Donc, c'est possible de s'imaginer qu'on peut refaire Sénégal ici, mais je doute. Alors, je voulais comprendre, dans cet objectif-là que vous avez vous-même fixé, est-ce que vous voyez des réticences et des adhésions marquées des candidats qui pourraient porter cette candidature-là? Mais je pense que la force d'une réussite dans la négociation, c'est la discrétion. Et je pense que commencer sur un plateau à analyser les positions des uns et des autres ne va pas résoudre ce problème. Je vous dis qu'on y travaille avec acharnement et je pense et j'espère qu'on va y arriver. Entre le rêve de porter cette candidature consensuelle de l'opposition et celle de laisser un autre, vous vous situez où? Mais on est dans une négociation, je l'ai dit, je l'ai déjà fait. Je suis le seul candidat qui l'a déjà fait. Dans le cadre d'une réunion consensuelle, tout peut arriver. Et je vais accepter le résultat. Alors, vous avez parlé de Maurice Kamto, qui a été éliminé par le Conseil constitutionnel en dernier ressort. Écarté, c'est mieux. Bon, vos mots sont vos mots. Mais Mosomé a été éliminé par le Conseil constitutionnel en dernier ressort dans le cadre de cette présidentielle. On se rappelle, en 2018, vous aviez soutenu le professeur Maurice Kamto. Et cette année, est-ce que vous attendez
le retour de l'ascenseur? Je pense que les périodes ne sont pas les mêmes. Le professeur, comme tu es quelqu'un que je respecte, je pense que lui comprend les enjeux et qu'il a dû prendre une décision. Il est très... On ne peut pas refuser le fait que la décision qu'il prendra aura un impact sur la suite des choses, mais je pense que je ne l'ai pas fait en 2018 en disant que bon, ben écoute, c'est l'Ondjangui pour nous remettre. Non, non, c'est pas cela. Je pense qu'on a eu des longues discussions et on a pris une décision. S'il pense que, moi je le pense, s'il pense que le moment est propice pour essayer de faire un remake en regardant tout ce qu'il y a dessus, ben écoute, on va le voir, mais pour le moment, je pense qu'il faudrait attendre leur conseil national, je pense, du MRC qui va se tenir, je crois, le 6 septembre, pour voir comment les choses se présentent. Ouais. Alors, je voudrais, pour être complet sur la question, quel est l'état de vos relations aujourd'hui? Est-ce que vous vous parlez? Comment ça se passe? Écoute, j'ai passé beaucoup de temps dehors du pays, comme conseiller spécial du président de la RDC, j'ai passé du temps aussi au Togo, et tout de suite après les élections, j'ai perdu mon épouse, donc j'ai passé pas mal de temps hors du pays, et, mais on est en contact, et c'est l'essentiel. Et est-ce que j'étais en contact journalier avec lui avant qu'on se mette ensemble? Non. Je pense que les gens... on est en contact, et c'est suffisant. Dans ce jeu-là, il y a deux candidats qui sont un peu spéciaux, qui sont partis de l'alliance avec le RDPC, qui sont aujourd'hui candidats. Issa Chiroma Bakari avec son parti, le FSNC, et Bello Bouba Magari avec l'UNDP. Dans le cadre de cet esprit de coalition-là, est-ce qu'ils sont partie prenante des négociations? Si oui, comment? Bon, écoute, le président Issa Chiroma était présent à Fumban, il a été représenté à Yaoundé. Je pense qu'on est dans ce processus-là. Et le président Bello est conscient du fait qu'il faudrait coaliser pour y aller. Et quand on parle de coalition et on parle de moi, je pense qu'il faudrait qu'on se rappelle que de mon côté, j'ai l'UPC qui est socle, n'est-ce pas, de cette coalition. De mon côté, c'est le parti historique. Et j'ai fait tous les villages entre Nyonekele et Sanaga Maritime. C'est énorme comme territoire. C'est ce que ça porte. Le parti historique de Ayapol, du sud-ouest, et de conseiller à la Cour suprême, qui a été mis à la retraite dans des conditions tristes, qui ne vit plus. Ben écoute, PAP, c'est aussi un parti important, et puis le parti qui m'investit, Univers de Kouvando, qui est un parti, n'est-ce pas, qui a... Parti Univers. Univers, voilà, qui a réussi à rassembler beaucoup de chrétiens et d'animistes dans le septentrion, est un parti montant. Donc déjà de mon côté, n'est-ce pas, je viens avec des partis avec qui nous avons coalisé, mais quand on dit coalition, maintenant on parle coalition des candidats. Alors, parlons un peu de votre vision et du projet de société. Vous proposez une gouvernance fondée sur l'intégrité et la transparence. Comment la traduire concrètement dans un système comme le nôtre, marqué par le clientélisme et la corruption? Vous-même, vous l'avez dit. Facile, facile. Respect de la Constitution. Déclarez vos biens. C'est dans la Constitution depuis 1996. Personne n'a déclaré les biens. Quand j'étais candidat en 2018, et là, vous les journalistes, personne n'a donné de l'ampleur à cela, j'avais déclaré mes biens, j'avais fourni un certificat médical, et j'avais donné des documents sur l'état de mes impôts. Aucun candidat ne l'a fait. Cette année encore, je vais encore le faire. D'ailleurs, mais je n'ai pas besoin de le faire. Comme membre de Transparency International, je suis tenu à le faire. Alors, mais pourquoi ça nous dépasse de demander à ces personnes-là de déclarer leurs biens? Au Ghana, le nouveau président a demandé. Les ministres qui ne l'ont pas fait ont été conduits. Mais quand vous occupez une fonction publique, vous devez montrer à ceux pour qui vous travaillez que vous ne prenez pas de l'argent qui leur appartient. C'est aussi facile que cela. Donc, intégrité, ça veut dire déclaration des biens. Les marchés publics, dites-vous bien, le parquet financier de France à Paris est aujourd'hui en train
enquêter sur la corruption dans un marché public. Quand vous avez suivi l'affaire Bourbon au sud de la France, il y a 2 fonctionnaires camerounais encore épinglés pour la corruption dans les marchés publics. Donc, il faut se montrer une transparence. On va prendre 900 milliards, qu'est-ce qu'on va faire avec? Quelle est la situation exacte de notre dette publique? Vous avez peut-être suivi que l'FMI est descendu au Sénégal parce que on déclarait comme étant la dette, n'est-ce pas, est inférieure à ce qu'on a retrouvé. C'est par ce manque de transparence. Justement, posons-nous la question. Votre projet, justement, insiste sur la justice sociale et l'égalité des chances. Comment financer ces ambitions que vous affichez dans un pays où plus de 40% du budget est absorbé par le service de la dette? Bon, ben, écoute, ça, c'est un problème qu'il faut regarder de face et le faire. Nous avons une société injuste. Regardez le foncier. Dans plein du village où je suis allé, les gens ont dit, on a arraché mon terrain. Un monsieur avec une 4x4 a arraché mon terrain. Les tribunaux ne peuvent pas trancher contre eux. Donc, il faudrait une justice indépendante qui regarde ces cas-là. Les pauvres dans le pays sont laissés pour compte. Et j'ai l'habitude de citer le pape, le tout dernier pape qui est décédé, qui disait que on juge un pays par la façon dont il traite les plus pauvres. Mais dans ce pays, on serait très sévèrement jugé. Alors, vous prônez une refondation institutionnelle, c'est l'un des points qui m'ont marqué. Que deviendrait le Conseil constitutionnel, le Sénat, ou même des institutions comme le Conseil économique et social jugé budgétivore? Je pense que je ne voudrais pas avoir la prétention d'être la seule personne qui va s'asseoir et décider de cela, mais ce sont les axes que vous voyez là, les axes. Est-ce qu'on devrait avoir CONAC, Chambre des comptes, Inspection d'État, ANIF, et Contrôle supérieur de l'État. Justement, ce que j'appelle l'inspection de l'État, et dans chaque ministère, ce qu'ils appellent les cellules anticorruption. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on peut rationaliser? La Chambre des comptes épingle des gens qui ont pris, des ministres et autres qui ont pris de l'argent, rien ne se passe. Il y a plein de programmes qui sont là, qui sont 90 à 95% pour gérer le programme et rien pour l'objet de ce programme. Et vous parliez de Conseil économique et social. Est-ce qu'il y en a un? Ça existe chez nous? Mais ça existe, le président du Conseil économique et social, son mandat, il n'a pas eu de décret depuis, je crois, 4 ou 5 mandats, ça fait plus que 20 ans, même plus. Mais il est toujours là. Il y a combien de membres de ce conseil qui sont vivants? Actuellement, à notre connaissance, 2. 2, mais voilà. Bon, voilà où nous en sommes. Mais il y a une structure administrative qui est fonctionnelle avec qui gère quoi? Le secrétaire général. Qui gère quoi? Je crois que le budget, c'est dans les 3 milliards ou quelque chose comme ça. Il gère quoi? Quand j'étais président du Conseil économique et social et culturel de l'Union africaine, j'étais dans les rencontres où il y avait tout ce monde-là. Il y a un président de l'Algérie qui m'a demandé, mais écoute, Akéré, vous avez un conseil là-bas? Il dit oui. Et on a fait tout le pays d'Afrique pour que le conseil se réunisse, mais chez vous, jamais. Le président ne prend jamais parole. On ne sait pas ce qui se passe chez vous. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Je crois qu'il faudrait... Je pense que le Conseil économique et social peut être revu pour rendre ça efficace et plus utile, en y mettant des professionnels, des comptables, des avocats, des notaires, des ingénieurs, des médecins, peut-être même des chefs traditionnels. Comme ça, parce qu'ils donnent la vie sur le texte qui passe. Alors, vous avez mis l'accent également sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous donner une mesure phare, chiffrée, que vous mettrez en œuvre dès votre première année de mandat? Première chose, c'est quoi? C'est mettre en place, je vais encore vous référer à ce fonds de Glencore que je vais recueillir, mettre en place un système qui les permet de se prendre en charge. Un jeune qui sort d'un établissement technique, qui a des connaissances pratiques,
où il va trouver, n'est-ce pas, le capital pour commencer. Il faudrait donc qu'il y ait un fonds. Il y a ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises aujourd'hui. Je vous demande d'aller regarder l'ardoise, ceux qui doivent de l'argent. Ça a toujours été comme ça, on crée un truc, mais c'est les autres qui... Fonader, c'était pareil. Fogapé, c'était pareil. Crédit Agricole, c'était pareil. On les crée, et puis des vautours apparaissent, ils prennent tout. Donc je pense que donc il faudrait un fonds. J'ai rencontré un professeur d'un collège, lycée technique de Gonchamba. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les grandes vacances? Il a gagné un marché à Kribi. Tous les travailleurs étaient ses étudiants qu'il a amenés là-bas pour travailler. Ils ont fait un travail extraordinaire. À l'époque, ils attendaient encore le paiement. Ils avaient déjà attendu 2 ans le paiement. Je pense que déjà, cela permet de résorber. Mais derrière ça, il faut savoir que c'est pas avec un bac philo que vous allez trouver le travail. Hein. C'est vrai que dans tout, on a l'impression que vous ramenez le financement à l'affaire Glencore. Oh, je ne ramène pas tout à la fin. Je dis que voilà les possibilités. Tous ces programmes-là qu'on a créés, programmes de ce type, on va les fermer tous pour les rationaliser. Alors parlons justement de l'affaire Glencore. Vous avez fait de la transparence et de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, cela se sait. Pourquoi l'affaire Glencore symbolise-t-elle, selon vous, l'impunité au sommet de l'État, comme vous avez dit? Cher ami, je vais vous dire ceci. Si vous avez le pétrole et des hauts fonctionnaires de votre pays décident de vendre ce pétrole avec 30% de décote, voire 70% de décote, c'est l'image même de l'impunité qui s'est installée chez nous. C'est l'image de cela. L'impunité, c'est même plus grave. J'ai mené cette enquête pendant 5 ans. Quand je ressors les graphiques à travers EITI, hein, un organisme international, quand je ressors les graphiques pour montrer, n'est-ce pas, les décotes, je prends des captures d'écran que je garde. Et qu'est-ce que je découvre? Un communiqué, une communication extraordinaire de SNH qui dit « j'ai fait de la manipulation, c'est pas vrai ». Et c'est vrai, je vais sur le site, je regarde, et je me rends compte que, effectivement, ce n'est plus 30%, c'est 15% pour Glencore et pour une autre société, ce n'est plus 70%, c'est 35% ou 34%. Les chiffres qui ont été donnés par... Alors, j'étais confus. 2 minutes. Je prends ces documents, j'envoie un expert aux États-Unis qui me renvoie un rapport montrant que en juin, n'est-ce pas, c'était l'année dernière, les gars sont entrés dans le site et changé tous les chiffres. J'ai les heures, le temps où ils ont changé tous les chiffres pour montrer qu'ils ont vendu ça à notre prix, quand même. Alors malgré tout ça, on a quand même une question. Il y a le rapport parlementaire des Royaumes-Unis qui évoque des pots de vin de plus de 7 milliards de francs CFA versés aux responsables camerounais. Pourquoi, malgré tout ce que vous énumérez, les preuves que vous avez rassemblées au cours de votre enquête, ce qui a déjà éclaté de l'autre côté, pourquoi ce dossier est-il resté sans suite judiciaire jusqu'ici? Je vous ai dit au départ, ne demandez pas aux poissons d'acheter l'hameçon. Au moins à l'international, est-ce que vous avez l'espoir? Oui, j'ai l'espoir, bien sûr, je sais. Je suis dans une démarche maintenant pour demander au gouvernement américain de Donald Trump de publier ces listes et de les interdire de séjour. C'est l'autre passage, the other pass, qui permet de connaître ces brigands-là. Alors, si vous étiez président dans les prochains mois, président de la République du Cameroun... Quand je serai, pourquoi si vous étiez? Je dis si vous étiez, parce qu'il y a quand même 12 candidats en lice à Kérémouna. Donc vous êtes une possibilité sur 12. C'est pour ça que je dis si. Si vous étiez élu président de la République dans, dans les prochains mois, alors comment traiteriez-vous ce genre de cas? Quelles sont les clés pour traiter ce genre de cas? Les cas comme l'affaire Glencore. À Kérémouna, président de la République, je ne sais pas quel jour le 6 novembre tombe, disons un lundi. À 12 h, je fais convoquer le directeur général de Glencore.
je vais convoquer les responsables de SNH dans mon bureau. J'ai dit les 12 heures. Demain à 12 heures, je veux, les noms de tous ceux-là qui sont concernés, du côté camerounais, et côté de l'étranger, on connaît déjà, ils sont au tribunal à Londres, et des deux, un chèque d'au moins 800 milliards pour le trésor camerounais. 24 heures. Si dans 24 heures, on n'a pas ça, c'est facile. On dit en droit, la fraude corrompt tout. Ça veut dire quoi? Tous leurs contrats annulés et les poursuites pénales contre et les Camerounais et les étrangers. C'est ce que les Américains ont fait. Quand ils ont vu venir les condamnations, ils ont déboursé 1000 milliards. C'est aussi facile. C'est une question de volonté politique. Donc à la fin de la semaine, n'est-ce pas, on aura dans le trésor public de quoi aider les jeunes, aider les communes, aider, n'est-ce pas, tous ceux qui souffrent dans ce pays. Alors, à Keremona, on est à la fin de cette émission. Je voudrais, en dernière question, vous donner la parole. Une question ouverte, Maître Mouna. Pourquoi vous et pas un autre? Vous voyez, c'est une question qui, on dit en anglais soul searching. Hein. Vous avez à chercher votre âme, dans votre âme, parce que c'est quand même présomptueux de dire que c'est vous, mais pas les autres. Je vous disais tantôt que j'ai passé 30 ans dans le secteur de la gouvernance. J'ai rencontré, travaillé avec pas mal de présidents. J'ai travaillé avec la plus grande institution de l'Union africaine, le MAEP, mécanisme africain entre les pairs, où je rendais compte seulement au chef de l'État. Je les ai entendus. Et chaque fois que je m'en vais parler aux fonctionnaires sur la corruption, ce qu'il faut faire, le conflit d'intérêts et tout ça, ils me posent la question. Mais monsieur Mouna, c'est super ce que vous dites là. Mais votre pays, pourquoi vous ne faites pas la même chose dans votre pays? Chaque fois, on dit, oh, blanchiment d'argent par Gafi, c'est vous. On dit, opacité dans les industries extractives, c'est vous. Opacité dans les mines, on dit que vous exportez je ne sais pas combien, moins de 10 kilos, mais là-bas, on passe, c'est plus de 7000 kilos qu'ils importent. Mais alors, qu'est-ce que vous faites sur vous? Alors j'ai dit, écoute, ce que j'ai appris à faire, c'est la gouvernance. C'est pourquoi je propose une période de transition de 5 ans, où je viens, je fais ce qu'il faut faire, refonder les institutions qu'on a dit tantôt, faire tout ça, et 5 ans après, je m'en vais, après avoir organisé des élections, laissant derrière moi une constitution, une loi électorale qui permet à tout le monde, et d'espace politique pour tous ceux qui veulent travailler pour leur pays. Aussi simple que ça. Donc, ce qui me drive, si vous voulez, c'est le fait que je sais ce qu'il faut faire. Je demande l'occasion pour le prouver. Le Cameroun entre dans une séquence décisive entre continuité et rupture, entre peur et espérance, entre résignation et sursaut citoyen. Vos réponses, Maître Akere Mouna, éclairent une part de l'avenir, mais c'est la volonté du peuple qui écrira la suite. On attend le 12 octobre prochain. Merci d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission, La Rétro. Merci, merci beaucoup. Merci à vous à la maison de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe technique réunie autour de Thierry Camto. À dimanche.